Il est enseigné dans une Mishnah là-bas. Hamekalef seorin, mekalef achat veochel. Quelqu'un qui est en train d'éplucher des grains d'orge, on l'épluche une par une, achat, et après il mange de suite. Veim kilef venatan letoriado, mais s'il épluche, au lieu de manger tout de suite, Nathan les toriado, il les entasse dans sa main. Chayav. Vous savez quoi, Chayav? Il est chayav de la friche Trouma au Maaser. Parce qu'on avait dit avant que tant que la nourriture en question, la récolte en question n'a pas encore été terminée, l'obligation de prélever Trouma au Maaser, ce n'est pas encore imposé. Or, il est en train d'éplucher par-ci par-là quelques grains, il les mange, ok. Mais une fois qu'au lieu de les manger, il les entasse dans ses mains, alors là, ça devient tevel. À partir de ce moment-là, il est obligé de prélever Trouma au Maaser. Ça devient comme Achilat Kever aussi. Ses mains. Ouais, au lieu de manger une par une, il commence à les entasser. On avait dit avant, je ne sais pas si tu... Je sais pas si tu te rappelles, on avait dit avant, quelqu'un qui se promène dans un verger. Oui. Et il cueille par-ci, par-là une pomme, un fruit, il les mange. Il n'y a pas de Trouma au Maaser, il n'est pas obligé. Mais s'il il transforme ça en repas, il entasse ça, il dit je vais manger, je vais me faire un repas de pommes. Il s'assoit, il mange 5-6 pommes. Là, ça devient Achilat Keva. Et si c'est Achilat Keva, il doit prélever Trouma au Maaser. Ici, c'est plus ou moins la même idée. Que ce soit Achilat Keva ou que ce soit... Peut-être il y a un rachis. Avec des graines de sœur, c'est un repas s'il en a 5 ou 6 dans la main. Pas 5 ou 6, on boit de plus. Ou 20. Oui, ça devient, il en fait... Pas seulement ça, je pense qu'il y a aussi l'élément... Oui, Rashi dit Havalei Keva. Ça c'est l'explication. Maintenant... Ça, c'est ce qu'on avait dit vis-à-vis de Trouma au Maaser. Amar Rabbi Elazar, Vechen les Shabbat. La même chose s'appliquerait au Shabbat. Ça veut dire quoi, Vechen les Shabbat? Regardez le Rashi. Rashi en bas, un peu plus en bas, il dit Chayav, B'Maaser d'Ahav Leikeva. Vechen les Shabbat. Vous voyez le titre? Vechen les Shabbat dans le Rashi. Vechen les Shabbat. Achat, lo have mefarek. Tolada de Dash. Tant que le type est en train d'éplucher un grain après l'autre, ça ne s'appelle pas mefarek. Mefarek, je ne sais pas. Manger, pas d'éplucher. D'éplucher, il épluche et puis après il les mange. Oui. Alors ça ne s'appelle pas mefarek. Mefarek, c'est l'acte de séparer le fruit de l'écorce, de la peau qui le recouvre. Ça s'appelle mefarek. Et mefarek, c'est Tolada de Dash. Dash en français, c'est... Écrire. Non. Quand on a la récolte, on veut broyer la récolte pour en fin de compte séparer pour faire sortir les grains de leur pochette. C'est pas la moudre? Non, moudre c'est avec de la... non, c'est séparé. Comment on dit dash en français? De toute façon, je ne sais pas quel est le terme en français, mais c'est l'acte par lequel on a, encore une fois, on a une récolte qui consiste d'épis et qui consiste de grains qui sont dans des espèces de peau. Et on veut faire en sorte que les grains vont sortir. Alors, il dit, tant que tu épluches une par une, c'est pas dash, parce que dash, par définition, c'est en quantité. Tu en fais en quantité. Mais le moment que tu commences à les éplucher et tu les entasses dans ta main, et après tu veux les manger, ça devient un problème vis-à-vis de Shabbat. Rashi dit, je répète le Rashi. Achat, lo have mefarek tolada de dash. Pourquoi pas? De quel achat yadu? Parce que c'est pas la façon normale d'extraire les trucs, quoi. C'est pas normal de faire un par un. Aval, meshikipsan biyado, have toladat kisha, bechayav. Le moment qu'il commence à les entasser, les grains dans sa main, ça rentre dans la catégorie de disha. Et ça devient interdit, une melacha interdite dans le Shabbat. Donc il y a deux choses. Une fois qu'il entasse les grains, il y a deux choses. Un, maintenant, il est obligé, s'impose l'obligation de prélever Trouma au Maaser. En plus, vis-à-vis de Chilul Shabbat, ça devient une melacha.
il a fait un melacha de tâche quand il les entasse en sa main. Ok, ça c'est... Pourquoi on mélange là maintenant? On parlait de Yom Tov et d'un seul coup on Non, on parlait avant de prélever Trumot Maasrot et maintenant on parle de Shabbat. pendant Yom Tov. Hein? De prélever Trumot Maasrot pendant Yom Tov. Oui. C'est des sujets. Et là maintenant on parle de Shabbat. Non, c'est pas pendant Yom Tov, c'est pas Trumot et Maasrot Bichlal. Ça peut être aussi... Chayav ou pas Chayav? Oui, c'est Trumot et Maasrot Bichlal. Ok. Qu'il est obligé de faire Trumot et Maasrot ou s'il n'est pas obligé, ou s'il peut manger On sans... ne parlait pas avec Shabbat. C'est pas important. La Gemara ne veut pas que tu vas te... Elle veut t'apporter un peu de variété. On passe de sujet à sujet. Le Trumot et Maasrot, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Normalement, non. On ne peut pas. Et même Yom Tov, on avait dit Yom Tov, il y a des cas où on peut, la seule façon qu'on peut accéder à la nourriture, manger la nourriture, c'est si on prélève Trouma. Là, c'est permis, comme la friche challah. Enlever la challah, c'est permis pour nous permettre de manger le pain. De toute façon, je répète du début. Oui, vas-y. Qui me perturbe, c'est au sujet de le gars qui prend des graines dans sa main, et au bout d'un moment, ça fait ével. Mais simplement, je ne suis pas propriétaire, moi. Moi, je suis pas ça comme ça. Je suis un ouvrier agricole. J'ai pris, j'ai mis dans ma main. Mais je ne suis pas propriétaire de cette récolte. La question indiscrète se demande de quel droit est-ce que tu es en train de... Si tu n'es pas propriétaire, de quel droit tu es en train de manger les grains? Je suis ouvrier agricole. La Torah permet à un ouvrier de manger tant qu'il est dans le processus de cueillir. Il a le droit, entre-temps, de manger. Oui. Ça, c'est une autorisation de la Torah. Mais on parle de quelqu'un. Mais l'ouvrier agricole, à midi, il s'arrête pour poser déjeuner, il a oublié ça, il a oublié d'apporter, donc il prend quelques pommes. Pas de problème, mais si encore une fois, le moment qu'il transforme, Richard, le moment qu'il transforme ça en repas, Keva, ça s'appelle Achila Keva, ça veut dire quoi transformer ça en repas? Ça veut dire qu'au lieu de manger un par un, il entasse, et maintenant il a un tas de grains. Et maintenant, il va manger. Ça devient Achila Keva. Ça devient un repas qui n'est plus un snack. Ça devient un repas maintenant. Hein? Il n'est pas propriétaire. C'est pas important propriétaire. C'est son repas. Il est autorisé à manger, oui. Alors, comment il va manger? S'il mange un snack, Achilat Arai, par-ci, par-là, il grignote, pas de problème. Mais le moment qu'il commence à entasser, alors là, ça veut dire qu'il transforme ça en un repas kavua. Un repas kavua, ça nécessite, ça lui oblige de prélever Trouma au Maaseh, sans rentrer dans la distinction de propriétaire ou pas. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que c'est le propriétaire qui peut donner la Trouma. Non. Mais si. Non. Tu as raison que c'est le propriétaire qui est censé le donner, mais celui qui a le droit de prendre pour lui-même des grains, en tant qu'ouvrier, par exemple, alors lui aussi, il lui se demande la question, est-ce que je suis obligé de prélever Trouma au Maaseh? Non, ça dépend. S'il mange un snack, il mange un petit peu, par-ci par-là, pas d'obligation. Mais s'il transforme ça en repas, un repas fixe, il se fixe un repas, là, il doit, même s'il doit. Parce qu'il a la nourriture, c'est à lui. La Torah lui a autorisé à manger cet ouvrier, il a le droit de manger. Mais comment il mange? S'il transforme ça en repas, il s'oblige de donner tout à Maaseh. Je répète, Nan Hatem. המקלף שעורין מקלף אחת לאוכל ואם קילף ונתן לתוך ידו חייב אמר רבי אלעזר וכן לשבת. Pas seulement il est chayav de Maasrot, Trumot ou Maasrot, mais s'il fait cet acte, ça devient disha et il a transgressé le Shabbat. La Gemara dit, iné, vraiment. Et pourtant, Veha Rav mekalfele dviteu kase. Rav, sa femme, avait l'habitude le Shabbat d'éplucher des grains, disons que c'est pas, peut-être, d'éplucher des grains par verre. Casser, c'est comme un cos. Elle remplissait des verres avec des grains. Alors, elle faisait ça le Shabbat. Rabbi Chia, mekalfele dviteu, dviteu c'est sa femme. Mekalfele dviteu kase. Donc on a deux témoignages de deux femmes de rabbins, de sages, qui avaient l'habitude, le Shabbat aussi, d'éplucher à quantité. Ils remplissaient des verres.
si tu me dis que ça consiste d'une melacha interdite le Shabbat, jamais il l'aurait fait. Mais il faisait un par un. Hein? Non, Parce que c'est de verre par Non, verre. parce qu'ils remplissaient des verres. Donc, ils épluchaient, ils entassaient ça dans des verres. On avait dit, le moment que tu commences à entasser, ça devient une disha, ça devient l'acte, la melacha de disha, qui est interdit. Il dit, mais écoute, comment tu expliques ce témoignage de femmes, deux femmes de rabbins qui se comportaient comme ça? Apparemment, c'est faux. Elle a itma aseifa itma. Plutôt, si tu veux, cet enseignement que aussi Shabbat, c'est qu'on s'occupe de melacha, s'applique à quelque chose d'autre. On va voir. Hamolel melilot shel chitim. Quelqu'un, molel, encore une fois, c'est l'acte de séparer les grains de la peau qui entoure le grain. Alors, il sépare les grains des melilot. Vous entendez, il y a deux actes, juste pour expliquer. Il y a l'acte où on met de la pression sur les grains, de sorte que l'écorce s'ouvre, le grain est en quelque sorte dehors. Après, il y a un autre acte qu'il faut faire, c'est séparer maintenant les grains qui sont sortis de la pochette, de tous les détritus, de toutes les tiges, les feuilles. Okay? Donc, il y a deux actes. Alors, molel, c'est d'extraire les grains de blé. Molel melilot shel chitim, menapeach al yad ve'ochel. Après, pour faire le tri entre les grains et ce qui entoure les grains, il jette ça d'une main à l'autre, après il mange. Ve'im nipeach benatan letoch cheiko. Mais si il a fait le tri, au lieu de manger de suite, il les a entassés sur son cheiko, c'est sur ses genoux, sur son... C'est vanné, il veut faire ça, c'est vanné. Oui, si après qu'il a vanné, il n'a pas mangé de suite, mais plutôt il a entassé ça sur lui. Alors là, il y a un problème. Chayav, c'est quoi chayav? Là, à partir de ce moment, encore une fois, ça devient achila keva. Ali chayav le trumot ou masrot. Il ne peut pas manger son prélevé truma ou maser. Marabi Elazar, vechen Shabbat. Et la même chose vis-à-vis d'une melacha de Shabbat. De quelle melacha ici on parle? Ici, c'est une autre melacha, ce n'est pas disha. Ici, on parle de borer. Borer, c'est trier. Maintenant, on sait qu'on a le droit de faire borer le Shabbat si, quand on enlève la chose qui est bonne, d'abord il faut enlever ce qui est bien, pas enlever ce qui est mauvais. Et quand on enlève la chose qui est bonne, aussi il faut le consommer de suite. Alors, si dans le premier scénario il faisait comme ça, il vannait, et après il mangeait de suite, il n'y a pas de problème de borer. Mais s'il faisait comme ça, et après, les grains qui restaient dans ses mains, il les entassait. Alors, si tu entasses, ça veut dire que tu ne veux pas consommer de suite. Alors là, ça devient borer. C'est ce qu'il dit, Vechen Shabbat. Oui. Il y a aussi une troisième opération. Bon, ça c'est pour manger les graines. Oui. Mais la troisième opération, c'est qu'il faut obtenir de la farine. Là, il va falloir séparer. Et la farine du sang. Alors là, c'est la troisième. Si tu veux faire du pain, il y a d'autres étapes à franchir. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors la Gemara dit Matkif la Rabbi Abba bar Memel. Il y a Rabbi Abba bar Memel qui attaque ce qu'on a vu, ce qu'on a appris auparavant. Vereisha, le premier enseignement quand tu parlais de Disha, quand tu parlais pas de Borer, mais tu m'as dit que quand tu es en train d'éplucher et puis après tu manges de suite, tu me dis il n'y a pas de maaser ou d'obligation de prélever la trouma, mais tu m'as dit qu'il n'y a pas de problème de Shabbat. Si tu, au lieu de manger de suite, tu entasses, ça devient un tevel, mais ça ne consiste pas d'une melacha dans Shabbat. Alors lui, il demande une question. Encore une fois dans les mots. Matkif la Rabbi Abba bar Memel, vereisha, les maaser in, les Shabbat, l'eau. Tu me donnes un scénario dans lequel il est chayav masrot parce que c'est devenu tevel. Tu as fait un acte, tu as complété quelque chose, donc ça devient tevel, tu t'obliges à te prélever trouma ou maaser. En attendant, tu me dis que ça ne consiste pas d'un acte interdit d'une melacha de Shabbat. Ou mi midi. Et est-ce qu'il y a quelque chose de l'inyan Shabbat, lo havegmar melacha, vele maaser havegmar melacha? Il dit, c'est quoi? Est-ce que c'est concevable qu'on a quelque chose, que vis-à-vis de Shabbat, cet acte
n'est pas considéré comme la complétion d'un acte, de l'ogmar melacha, c'est pas considéré comme une melacha, et en attendant, vis-à-vis de Tevel, c'est oui considéré comme la dernière étape de préparation. Il dit apparemment que c'est bizarre, presque inconcevable. La Gemara dit vélo, Veha, c'est ça, oui. Matkif la Rav Sheishet Beret de Rav Idi. Vélo, tu ne penses pas que ça existe? Je vais t'apporter un cas où on voit bien que ça existe. C'est quoi que ça existe? Qu'il y a des actes qui sont considérés comme des actes qui transforment la nourriture en tevel. C'est-à-dire que c'est la dernière étape de préparation. Et néanmoins, en ce qui concerne Shabbat, ce n'est pas considéré comme une melacha. Je t'apporte des exemples. Gornan le maaser. Goren, littéralement, le mot goren, c'est la grange. Engranger, non? Engranger. Mais goren, ça ne veut pas dire littéralement mettre dans la grange. Ça peut être, c'est un mot, un concept pour la dernière étape de préparation. Normalement, la dernière étape de préparation de la nourriture, c'est quand on les engrange. Mais même dans un cas où tu ne vas pas les engranger, mais tu vas arriver à la dernière étape de préparation, cette dernière étape, ça s'appelle aussi goren. C'est une façon de parler. Donc il dit gornan les maaser en ce qui concerne maaser d'etnan. Eizehu gornan les maaser. Quelle est considérée la dernière étape de la préparation de plusieurs récoltes? On va voir. À Kishuin va Dlouin. Kishuin, c'est des courges. Dlouin. Hein? Les courgettes. Et c'est quoi Dlouin? Potiron. Potiron, merci. Alors les courges ou les courgettes et les potirons. C'est quoi le moment du maaser? À quel moment est-ce que les fruits, ces légumes sont considérés comme mûrs, terminés, prêts à manger? À partir de quel moment? Mais chez Ipaksu, c'est rien à voir avec Picsou. Rien. Mais chez Ipaksu, c'est quand il y a la petite fleur qui tombe. Apparemment, le légume en question, quand il grandit, quand il pousse, il y a une petite fleur qui est attachée en haut. Une fois qu'il a mûri à fond, la petite fleur, elle tombe. Alors, le moment qu'il tombe, ça, c'est le stade. Il est prêt à consommer. Et il faut quand même le cueillir. Ben oui, non. Mais c'est avant ou après la cueillette? C'est après la cueillette. Après qu'on a cueilli, il y a toujours le petit truc qui est rattaché. Et le moment qu'après il tombe, c'est qu'il est mûr et à fond et il est prêt à manger. Les courgettes, ils ont et c'est le couronne, elle tombe. Oh, alors elle explique bien sur la courgette. Il dit les courgettes. Les nouvelles courgettes, quand on va au cinéma, elles sont ouvertes, il y a une petite couronne sur les courgettes qui tombe le moment qu'ils sont mûrs. Mais même les légumes, les courgettes et les potirons qui n'ont pas, dont la fleur n'est pas tombée, Meshiyamid Arema, le moment que tu les as entassés quelque part, le fait de les entasser, l'acte de les entasser, c'est aussi la dernière stade de préparation. Même avant que la couronne a tombé, le petit fleur est tombé, le fait de les entasser, bon, voilà, c'est fini. Spaxo, c'est perdre la fleur? Meshipaksu, c'est quand la fleur, elle tombe. Parce qu'ils ont arrêté de grandir. Vetnan, et encore une fois, c'est écrit Nami Gabei Betsalim en ce qui concerne les oignons. Meshiamid Arema, le moment qu'on va entasser les oignons, on les a cueillis. On les a pris quelque part, on les entasse. Au moment qu'ils sont entassés, ça devient tevel. Veille le Gabei Shabbat. Mais en attendant ce qui concerne Shabbat, Ha'amadat Arema Patour. Le fait d'entasser Ha'amadat Arema n'est pas considéré comme une melacha. Donc je t'apporte un cas où, en ce qui concerne Maaser, il y a un acte d'entasser. L'acte d'entasser les rend tevel, les impose l'obligation de prélever Trouma au Maaser. En attendant, en ce qui concerne une melacha de Shabbat, ce n'est pas une melacha dans Shabbat. Et la Gemara explique pourquoi. Elle a maï idlach le meima. Quelle est la raison? Quelle est l'explication? Melechet machashevet asra Torah. La Torah, qu'est-ce qu'elle a interdit le Shabbat? Des actes réfléchis.
Hacha nami melechet machashevet asra Torah. Donc ici aussi, en ce qui concerne l'acte d'entasser, ça ne rentre pas dans la catégorie de melechet machashevet. Pourquoi? Parce que c'est tout bête. Entasser, c'est tout bête. C'est pas On un voit truc que quand la fleur elle tombe, ça n'a rien à voir. Non, avec... ça, c'est rien à faire avec le Shabbat, la fleur qui tombe. Mais on nous dit que même avant que la fleur tombe, si tu entasses ta récolte quelque part, alors là aussi, le fait d'entasser, ça les rend tevel. Mais en attendant, en ce qui concerne Shabbat, entasser, c'est pas une melacha. Donc là, on voit un exemple. Gemar melacha, en ce qui concerne les fruits, les légumes, les récoltes, ça s'appelle Gemar melacha. C'est la dernière étape de préparation. Mais seulement en ce qui concerne tevel, en ce qui concerne Shabbat, l'acte d'entasser, c'est pas melechet machashevet, c'est pas un acte réfléchi, donc c'est pas interdit le Shabbat. Ça dépend encore une fois la quantité. Non, non. Et quel intérêt pour Shabbat d'entasser maintenant de préparer, c'est obligatoirement après Shabbat, donc c'est interdit. On avait dit avant, par exemple, le type qui épluche des grains et il les mange un par un, pas de problème de tevel. Mais au lieu de les manger un par un, s'ils les entassent, ça devient tevel. Mais en attendant, le fait de les entasser, c'est pas considéré comme une melacha. C'est pas une melacha parce que c'est pas melechet machashevet. Ah, c'est pas considéré comme melechet machashevet. On continue. Alors, la Gemara dit Keitzad molel. Comment on fait? Tu me dis qu'on peut, on peut briser un. Molel, c'est briser l'écorce. Briser les blés de sorte que le grain va être extrait. On va extraire le blé de C'est-à-dire la que si pochette. j'entasse, moi, des grains, Ouais. des pommes, des mousseloublés, qui ne m'appartiennent pas, je ne parle pas du propriétaire. Mais pourquoi à chaque fois tu fais entrer la dimension de propriétaire? Oui, Laisse tomber le propriétaire, on s'en fout. Et je me dois, en tant que propriétaire, de faire de... Ok. C'est Ok. base. Ok. Bon, si moi, je suis ouvrier agricole, j'entasse quelques pommes, quelques pois, Oui. ici un peu. Et si quelqu'un d'autre les mange, est-ce qu'il doit obligation, puisqu'il n'a pas fait, le acte d'entasser, Ok. il ne fait que manger, est-ce qu'il doit faire la trouma? Oui. Parce que le moment que les pommes ou les fruits ont été entassés, ils ont atteint le dernier stade de préparation. Ça veut dire que maintenant ces fruits, ils ont assumé la définition de tevel. Tevel, ça veut dire que maintenant que c'est prêt à consommer, dorénavant tu ne peux plus manger sans prélever trouma ou maaser. Ça s'appliquerait que ce soit le propriétaire ou un étranger, n'importe qui. Ils sont rentrés dans cette catégorie de tevel, et c'est un truc qui s'applique à n'importe qui veut le manger, il ne peut pas. Il ne peut pas manger quoi que ce soit sans prélever trouma ou maaser. La Gemara dit Keitzad molel. Comment on fait cet acte de molel, de séparer les grains? Et on parle encore une fois, on parle de Yom Tov. On parle de comment on fait ça Yom Tov. Regardez juste le petit Rashi, à l'avant-dernière ligne. Vous avez quoi? Regardez le Rashi précédent. La troisième ligne avant la fin dans le Rashi. Et la Maï itlach le meimar. Vous voyez? Afal gav de le maaser havia melacha. En dépit du fait qu'en ce qui concerne maaser, entasser, ça impose l'obligation de maaser. Afal gav de le maaser havia melechet malacha le Shabbat melechet machash. Il y a une petite parenthèse ici. Lo have melacha. Le Shabbat lo have melacha de melechet machashevet shehi melechet omanut asra Torah. On sait que les actes interdits le Shabbat, c'est ce qu'on appelle des actes réfléchis, des actes omanut. Pourquoi? Shenismacha parashat Shabbat le melechet hamishkan bevayakel vehatzem melechet machashevet ktiv. Comment on sait, en fin de compte, quels sont les actes qui sont interdits le Shabbat? Il y a une smichut. C'est quoi smichut? Il y a une juxtaposition
dans la Torah entre Shmirat Shabbat, et l'interdit de faire un travail, et entre les actes de la préparation, de la construction du Mishkan. Donc c'est là où tous les actes interdits, tous les Avot Melacha, sont basés sur les actes qui étaient nécessaires pour construire le Mishkan. 39, Mais, non 39. Et puis après les 39, il y a les Toladot. Par les Toladot, il y a des Rabbanan aussi. Mais quoi que ce soit, on voit que chaque acte qui faisait partie de la construction du temple, ça c'est un truc comme Melechet Machashevet. C'est un acte réfléchi. C'est pas n'importe quoi. Entassé et pas entassé quand il y a la construction du Mishkan. Ok? On continue dans le Rashi. Keitzad Molel, comment il fait extraire les grains? Beyom Tov, le jour de Yom Tov, bien sûr. D'Amaran Le'el, Molalin Melilot, Va'avadai Shinui Baya, Me'uvde Dechol. Rashi dit, c'est évident que le Yom Tov, quand tu fais cet acte, tu dois le faire différemment. Beshinui. C'est permis de le faire, mais tu dois le faire différemment. Alors comment tu vas le faire différemment? Comment? On va voir. Keitzad Molel, Abaya Mishmei de Rabbi Yosef Amar, Chad Achad. Ça veut dire que tu prends des grains, Chad Achad, un doigt sur l'autre. Tu fais comme ça. Regardez. En yiddish, on dit un doigt sur l'autre et tu les frottes, et en les frottant, tu vas extraire le grain de la pochette. Chad Achad. Verav Avia Mishmei de Rabbi Yosef Amar Chad Atarte. Tu peux même faire un doigt sur deux. C'est peut-être plus pratique, plus efficace, plus vite. Rav Amar, mais Rav il répond, Keivan de Mashane, Afilu Chad Akuluhu Nami. Et il dit non, parce que comme de toute façon, tu fais quelque chose de différent, alors tu pourrais faire un doigt sur tous les doigts. C'est quoi la chose différente? Parce que normalement, comment on fait ça? Un jour de Chol, comment on fait Melilot? On fait comme ça. On les met entre les mains. Ici, tu utilises les doigts. Le moment que tu utilises les doigts, c'est maspik chinoui. Tu as déjà fait un chinoui suffisant. Tu n'as pas besoin de l'acte d'un doigt sur un doigt sur deux. Tu peux utiliser tous tes doigts. Parce que normalement, encore une fois, l'acte de l'imlol, de Melila, se fait sur les paumes de la main. Abama, Kevan de Machana, et comme de toute façon, il fait un changement. Même un doigt sur tous les autres doigts, Nami. Maintenant, Keitzad Menaper. On a vu Menaper, c'est la deuxième étape, de séparer dans le mélange de grains et de comment on fait le mélange, comment on trie, comment on va vanner. Et encore une fois, on parle ici de Yom Tov ou de Shabbat. On parle de Shabbat. Comment on fait ça? Amar Rav Ada Barahav, Amar Rav Menaper, Mekishrei Etzbaotav Velemala. Comment il fait? Il fait sauter. Il a ça dans sa main, il fait sauter en l'air. Apparemment, je ne sais pas, il y a du vent, je ne sais pas quoi, mais les détritus, les feuilles, ils tombent et c'est les grains qui sont plus lourds qui retombent dans ses mains. Mais il est fait avec ses doigts. Il fait ça avec ses doigts, sur l'espace de ses doigts. On a rigolé, on s'est moqué un petit peu de cet enseignement en Israël. Pourquoi? Kevan de Meshane, comme de toute façon il a déjà fait un changement. Quel est le changement? Normalement, quand on trie, on jette ça d'une main à l'autre. On jette d'une main à l'autre. Maintenant, il fait seulement avec une main. Il jette ça avec une main. C'est déjà un changement et c'est amplement suffisant. Tu n'as pas besoin en plus de faire ça sur les doigts. On s'en fout des doigts. Tu fais une main au lieu de deux, c'est suffisant. Kevan de Meshane a fait le bekul yada nami. Même la main entière, tu peux l'utiliser. Ma Rabbi Elazar menaper biyado achat ou bechol kocho. C'est une confirmation. Quand tu fais ça le Shabbat, tu utilises seulement une main et pas deux. Mais en attendant, tu fais bekol kocho dans tout l'espace de la main, il n'y a pas de problème. Ok. Pourquoi tu dis en Israël? On s'est moqué de lui en Israël. Parce que c'est écrit. Machachu Allah b'ma'araba. Machachu, c'est se sourire, ou se moquer, rire. Et Ma'araba, c'est l'ouest. Et quand on dit l'ouest, c'est toujours l'ouest vis-à-vis de Babel. Alors l'ouest vis-à-vis de Babel, c'était Israël. Quand on appelle Israël, c'est Ma'araba. Mishnah. Beit Shammai Omrim. Tavlin.
nidochin. Maintenant, on parle de quoi? On parle de broyer des épis pour la préparation de son repas de Yom Tov. Tablin, c'est des épices. Des épices. On parle de la préparation d'épices, on a besoin de les broyer, et on parle de Yom Tov. Alors c'est permis Yom Tov de préparer son repas, Ochel Nefesh, mais néanmoins on va voir que c'est pas, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Ça goûte de la Beit Shammai omrim tavlin nidochin b'mador shel etz. Des épices, on va les broyer. Mador, c'est le pilon. Mais au lieu d'utiliser un pilon de, je sais pas, de pierre ou un pilon normal, il utilise un pilon de bois. Un pilon de bois, c'est déjà un chinouille. C'est différent à la norme. Et ça, c'est pour les épices. Ben, melach, mais quand on parle de sel, le chinouille, il est encore plus grand. Bepach ou be'etz aparur. Au lieu de les mettre dans, c'est quoi le bol dans lequel on va broyer? Le pilon et on utilise un pilon et puis on va broyer, on les met dans on dit medoucha. Mais ici, quand on parle de sel, on les met pas dans le bol normal. On les met dans une espèce de récipient qui a un par de cheres, un par. Et au be'etz aparur, c'est une cuillère. Non, ça ne va pas être cheres, parce que cheres, ça se casse quand tu vas taper. C'est obligatoirement, c'est un mortier. Non, mais c'est pas. C'est quoi le mortier? Mortier, c'est un. C'est le. Justement, tu ne veux pas utiliser le mortier normal, parce que tu as besoin d'un chinouille. Non, c'est en bronze. C'est okay. en crochet. Lui, il dit, de toute façon, tu utilises un par. Tu utilises en tant que mortier le par. Par. C'est pas du tout la même chose, mais tu utilises ça au lieu de la medoucha. Et le pilon, au lieu de pilon, tu utilises une cuillère de bois. Ou be'etz paro, c'est une cuillère de bois pour broyer. Le beitil l'omrim, et les beitil ne sont pas d'accord. Les épices, tavlin, nidochin, kedarkan. Il dit qu'en ce qui concerne broyer les épices, tu les fais normalement, tu n'as même pas besoin de faire un chinouille. Bemador shel even, ça veut dire quoi? Tu utilises un pilon de pierre, le truc normal, tandis que vers melach, bemador shel etz. Alors là, il dit que oui, on a besoin d'un chinouille pour le sel, mais pas un chinouille tellement radical comme propose Beit Shammai. C'est suffisant de prendre un mortier, un pilon de bois, et voilà. Donc, parce que le sel, il est plus tendre. Alors justement, on va voir, il y a une différence entre le sel et entre les épices. On voit qu'il y a plus, que ce soit Beit Shammai ou Beit Hillel, il y a plus un besoin de chinouille quand on va broyer le sel que les épices. Et la question est pourquoi? Alors, la Gemara dit... Hein? S'il y a besoin d'un plus d'un chinouille, ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'on utilise un pilon qui en reste, qui est moins solide qu'en pierre. Mais il est assez solide pour faire, pour broyer, c'est ça l'essentiel. Mais il est différent. On l'a pris en Hetz. Parce que normalement, le pilon qu'on utilise, disons, c'est un pilon de even, de pierre. Maintenant, tu veux faire un chinouille. Alors, il dit que quand tu vas, Beit Shammai, ils disent quand tu vas broyer des épices, le chinouille, au lieu d'un pilon de pierre, tu as un pilon de bois. Ah, donc le chinouille, au niveau du pilon. Oui, oui. Maintenant, quand tu parles de sel, le chinouille, il est encore plus grand. Tu n'utilises pas un pilon, Birlan. Tu utilises une cuillère de bois. Donc, il est encore plus grand, le chinouille. Et tout le monde, que ce soit Beit Shammai, Beit Hillel, il y a plus de chinouille qu'il faut faire qu'on fait le sel que les épices. Les graines de sel, ils sont moins durs que... On va voir. Alors, la Gemara dit de Chuli Alma, tout le monde, c'est qui tout le monde, aussi bien Beit Shammai, Beit Hillel, Mihat, Melach, Baya, Chinouille. Ils sont tous d'accord que Melach a besoin de chinouille parce que pour les épices, Beit Hillel disent que les épices n'ont pas besoin d'un chinouille du tout. Tu fais ça normalement. Alors, pour quelle est la différence entre le sel et les épices? Maïtama. Rab Huna ve Rab Chista. Chad amar kol hakaderot kulan srichot melach. Vein kol hakaderot srichot tavlin. Première explication, celle de Rab Huna et de Rab Chista, que
On ne sait pas qui a dit quoi en fin de compte. Radama. Première explication, que tous les plats, on sait que chaque plat, n'importe quel plat, va nécessiter du sel. Tandis que pas tous les plats ont besoin des mêmes épices. Donc, ça veut dire que comme tu sais que tu auras besoin de sel, il n'y a pas de justification de broyer le sel le jour même. Tu aurais dû broyer le sel la veille de Yom Tov. Donc, on te dit, tu vas faire ça maintenant, Yom Tov, c'est en plus, tu aurais dû le faire la veille. On t'impose de faire ça qu'un chinouille. Tandis que les épices, tu ne sais pas quel plat tu vas faire. La dernière nuit, tu vas préparer, tu vas décider. Donc, tu n'as pas vraiment une possibilité de le faire avant. Et donc, tu peux le faire normalement pendant Yom Tov. Ça, c'est une explication. Une autre explication. Kol ha-tavlin mefigin ta'aman. Ve'melach einam mefiga ta'ama. Les épices, ils perdent de leur saveur. Saveur, c'est peut-être pas le mot. Ils perdent de leur goût. Oui, ils perdent de leur goût si tu le fais la veille. Donc, tu ne veux pas les épices le faire la veille parce que le lendemain, ils ont déjà perdu un petit peu de leur goût. Tandis que le sel, il ne perd pas de son goût. Même si tu... Je peux faire cette explication. Ok. Mais le sel, il ne perd pas son goût. Alors, tu aurais dû le faire la veille. Maintenant, la grande demande, Mai Beinayu. C'est quoi la différence entre ces deux opinions, ces deux explications? C'est quoi la différence? Ike Beinayu de Yada, Mai Kadera, Bain le Bachoule. Une différence, c'est que si le type, il sait la veille quel plat il va manger le lendemain pour Yom Tov. Or, s'il sait quel plat il va manger le lendemain, alors même les épices, s'il va broyer les épices le lendemain, il va devoir faire ça avec un chinouille. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà la veille exactement quel plat il allait manger et quelles sont les épices dont il va avoir besoin. Donc, il y a encore une fois, il aurait dû broyer les épices la veille. S'il va le faire le jour même, il doit faire ça avec un chinouille. Ça, c'est une différence. Tandis que la deuxième explication, qui te dit que les épices par nature, ça perd son goût. Même si il sait exactement quel plat il va manger le lendemain, néanmoins, quand il n'a pas à le faire la veille, parce que quand il va faire ça la veille, ça perd son goût le lendemain. Donc, selon la deuxième explication, même s'il sait quel plat il va faire le lendemain, quand il va broyer les épices le lendemain, il n'a pas besoin de faire un chinouille. Ça, c'est une différence entre les deux opinions. Et deuxième différence, après j'arrive à ta question, René. Deuxième différence, inami, bemorika. Morika, je pense que c'est du curcum. Comment on dit curcum en français? Curcuma. 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 Safran, ok. Du safran. Alors, le safran, apparemment, le safran, ça ne perd pas. C'est parmi les épices un truc qui ne perd pas son goût le lendemain. Donc, selon la première opinion, qui dit que les épices, c'est différent au sel parce que tu ne sais pas quel plat tu vas faire, même si c'est du safran, tu n'es pas obligé d'en faire un chinouille le lendemain parce que tu ne savais pas en fin de compte si tu vas l'utiliser le lendemain. Donc, quand tu le broies le safran le lendemain, tu n'as pas besoin de faire un chinouille. Mais selon la deuxième explication qui dit que la différence entre le sel et les épices, si ça perd son goût. Alors, le safran, quand tu le fais le lendemain, tu as besoin de faire un chinouille. Pourquoi tu as besoin? Parce que ça devient comme le sel, ça perd son goût. Ça ne perd pas son goût. Comme ça ne perd pas son goût, tu aurais dû le faire la veille. Maintenant, tu veux le faire le jour même. Tu le fais, mais tu as besoin de plus de chinouille. Ok, donc, ça, les deux explications et les deux nafkamina. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, René. Moi, ça me dérange le sel. Oui. Mais on peut cuisiner avec le gros sel. Oui. Pourquoi le moudre pour le... Non, parce que c'est vraiment des blocs. Voilà. Non, quel bloc? Le sel... Tu entends, on n'a pas besoin de parler de blocs, mais apparemment, on parle d'un cas où il y a des gros morceaux de sel. Donc, pour que ça soit, comme on dit, yedidouti la suivante, pour que ça soit servissable, utilisable pour mettre sur ton repas, tu as besoin de les... Moudre. Oui, Ce que les je moudres. peux, moi, Oui. j'ai ma marmite sur le tanneau. C'est Shabbat, hein? Oui. Tanneau. Mais non, tout ça, on est uniquement C'est dans pas Yom ça, Tov. voilà. Yom Tov. Uniquement, tout ça se déroule Yom Tov. Pourquoi déroule Yom Tov? Parce qu'on n'a pas le droit de broyer du tout le Shabbat. Mais Yom Tov, comme c'est Ochel Nefesh, on a le droit. Non, mais je ne bois pas. J'ai du sel et j'ai Des épices. à portée de main. Tout est préparé. Est-ce que j'ai le droit de tout savoir, d'ajouter sur un plat qui est déjà cuisiné à 60%?
D'accord. Il est sur Tanour. Est-ce que je peux ajouter du sel? Tu parles de Shabbat. Shabbat. Le sel, oui. Est-ce que je peux être... Non, mais... Pas- dans la marmite. Non, ça, pas quand c'est sur le four, normalement on enlève la marmite du truc, et après qu'on l'a enlevé, tu peux mettre du sel, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre du sel? Oui. Bon, on ne va pas la remettre. Non. Après, je remets, Et tu ne peux pas mettre le sel sur la marmite quand la marmite elle est sur le feu. Tu enlèves. Une fois que tu as enlevé, alors tu peux mettre du sel. Il y a un autre... Hein? Non, je disais, il y a un vinaigre chez les Algériens, ils pouvaient le faire. Ils avaient autorisé ça. De mettre du sel quand c'est... Rajouter de l'eau. De mettre du sel sur la marmite quand la marmite est posée sur le... Ils avaient même rajouté de l'eau. Ok. Non, parce que c'était une chaleur que j'avais. Ok. J'ai une Oui, question. vas-y. Parce que d'après la deuxième explication, Oui. comme tous les épices, finalement, ils perdent leur saveur. Oui. Mis à part le safran. Et oui. Il y a l'exception qui confirme la règle. Oui. Alors il est considéré comme le sel. Oui. Mais d'après Beth Hillel, on peut quand même faire la... On n'est pas obligé de faire un chinois d'après Beth Hillel. Non, justement, selon Beit Hillel, tu ferais, justement, tu aborderais le safran comme on aborderait le sel. Selon la deuxième explication. Même selon Beit Hillel, il dit, tu sais quoi, maintenant le safran, tu aurais pu le faire la veille, tu le fais le jour même, alors tu le fais béchinoui. Oui, c'est sur les épices. Oui. Dans les mots, c'est censé s'arrêter. On s'est arrêté... On s'est à Shmuel, Kohen Gedolien. Juste avant Arabe Yehuda. Ah voilà, on est arrivé à Morika. Après le mot Morika, à Mar Rabbi Yehuda. Oui. Messieurs, bonne journée.